D'abord, bonjour à tous. Merci d'être venus. Lui, c'est mon petit frère. C'est Sylvain. Ça, c'était il y a quelques années. Il préparait la traite du matin dans la ferme de nos parents, qui se situe en Ardennes belge. Moi, il y en a qui me connaissent ici, mais d'autres pas. Je m'appelle Charles Culot et je suis fils d'agriculteur. Et en fait, on est réunis ici parce qu'il y a 10 ans d'ici, alors que moi je terminais mes études d'acteur ici à Liège, c'est un agriculteur du village voisin, celui de mes parents, qui est venu me voir. Et il m'a dit, tu sais Charles, l'écart entre les citadins et les ruraux est de plus en plus important. On ne se connaît plus. Alors moi j'ai commencé à aller voir. On était en 2011, après une énième crise du lait, et tout de suite, dans les fermes aux alentours de chez moi, j'ai ressenti un immense malaise. Et ce malaise, moi, j'ai ressenti la nécessité d'en parler. Et pour pouvoir en parler, pour raconter toutes ces histoires d'hommes, de femmes, de familles entières, j'ai proposé à l'époque à une amie comédienne, Valérie, que j'avais rencontrée dans une manifestation contre ArcelorMittal à Liège, de m'accompagner. Et ensemble, avec ma petite caméra de l'époque, nous nous sommes mis à rentrer dans les fermes autour de chez moi. Écoutez ce qu'avaient à nous dire les agriculteurs. On en a rencontré des dizaines et des dizaines sur plusieurs années. Là, vous pouvez voir bien sûr mes parents là-haut, puis ma marraine, agricultrice, mon meilleur ami d'enfance avec ses parents qui sont agriculteurs. Enfin, au total, plus d'une 60aine de familles d'agriculteurs rencontrées un peu partout, en Belgique et en France. Des heures et des heures et des heures d'interviews. On les a rencontrés plus souvent quand ils faisaient des pauses à la cuisine, chez eux, ou dans leur champ, ou dans leur ferme. À partir de tous ces témoignages, nous, on a créé un spectacle. Nourrir l'humanité, c'est un métier, avec lequel on a tourné pendant plus de 9 ans, un peu partout, pour essayer de porter la parole de ce monde agricole et essayer de faire bouger les choses, à notre manière. Mais aujourd'hui, le monde agricole, il a évolué, il n'est plus tout à fait le même. Alors, avec Alexis, avec l'équipe, on a ressenti la nécessité de complètement transformer le spectacle, de tout mettre en branle. Et Valérie n'était plus disponible pour cette nouvelle aventure, alors j'ai proposé à Juline de me rejoindre. Et ensemble, 10 ans plus tard, nous sommes retournés en interview. On rentre dans le vif du sujet. C'est pas ici, hein. C'est dans le fond du village. Et c'est un village avec plein de fermiers. Ah, je me souviens. Ah, putain. C'est vraiment une autre vision qu'on a tous accordé. Là, elles ont été refaites, les fermes. Même une église alors que c'est minuscule. On allait jouer dans ce hangar-là. Voilà. C'est magnifique. Ouais, regarde comme ça. C'est ici. C'est la tour. On arrive. Ici. Plein de chiens ici. C'est où ces chiens? Donc j'ai des questions. Alors, je suis par ici. En fait, c'était juste te dire, en fait, te présenter et dire un peu, d'abord, c'est quoi ton métier, tout simplement, quoi. Mon métier, moi, c'est producteur de lait. Producteur de lait. T'enregistres en même temps? Ouais, ça pour moi, tu vois. Ah non, mais je m'en fous. Ouais. C'est parce que je vois que tu ne prends pas note, donc je présume que tu enregistres en même temps. C'est ça. J'ai la chance ou le malheur, je ne sais pas comment il faut le dire, de ne pas avoir de successeur. Donc le problème de garder la motivation quand tu n'as plus de successeur, c'est énorme ça. C'est très difficile. Donc moi j'ai accusé le coup longtemps, et je l'accuse encore, que quand tu as un jeune, eh ben, tout naturellement, ce qui est lourd, eh ben, lui il prend en main, tu vois, que nous, on a chaque fois un an de plus, et ça ne se ressent pas comme quand tu as 20 ans, quand tu as passé 50. Hein. Chaque fois que tu as un an de plus, ce qui est dur, et chaque année encore un peu plus dur. Physiquement, je parlais. Hein. Et alors, quand tu as un jeune, ben, tout naturellement, ce qui est un peu dur, c'est lui qui le fait, et puis ça passe comme ça. Quoi. Donc, moi, il me faut des challenges moi, pour me garder en haleine, autrement je me lasserais. Hein. Alors, à un moment, j'ai voulu arrêter la ferme, et puis je me suis ravisé, parce que je me dis... c'est bien de vouloir arrêter, mais faire quoi?
Faire quoi? Il y en a qui m'a dit, si tu arrêtes la ferme, dans deux ans, tu es dans 4 planches. Je ne sais pas passer de tes vaches, qui m'a dit. J'étais président du lait, donc j'étais vice-président national, donc j'ai été au sommet du combat syndical. Mais avec le recul, c'est parce que quand tu es plus jeune, tu as le feu et tout ça, tu as envie de te battre et tout ça, mais à la longue, ils t'ont vraiment à l'usure. Maintenant, je ne me mobilise même plus pour aller en réunion, ou alors vraiment, quand c'est quelque chose qui m'intéresse. Hein, tu vois comment on devient, quoi. Que si j'avais un jeune avec moi, à mon avis, je resterais plus concerné et plus combatif, mais ça, c'est un coterie à la gueule du début à la fin. Hein. Et l'autre jour, je me suis fait agresser. Oh non, des scots, merde! J'ai oublié celui-là. L'autre jour, il y en a qui m'agressent au football. Ah, j'ai été voir sur Internet, il dit, c'est dégoûtant. Les primes que les fermiers reçoivent. Je dis, c'est pas des primes, hein, Francis. C'est des primes compensatoires aux revenus, je dis. C'est pas prendre l'argent et aller le placer à la banque, hein, qu'on fait, je dis. Je dis, maintenant j'ai le même prix au litre de lait que quand j'ai commencé ma carrière. Je pense un peu à combien tu touchais quand tu as commencé. Moi, je suis pas sûr que tu te contenterais du salaire que tu avais quand tu as commencé. Hein. Et entre-temps, j'ai acheté pour 500 000 € de quota. 20 millions. Et demain, il n'y a plus de quota. Tu trouves ça normal? Et c'est quoi alors, ça, tu pourrais expliquer ce problème-là? Pour avoir le droit de produire, il te faut du quota. Tu ne peux pas livrer du lait si tu n'as pas de quota. J'étais dans le demi-pourcent supérieur. Donc, il n'y avait qu'un demi-pourcent des producteurs qui avaient plus que 500 000. Maintenant, bientôt, encore 2-3 ans, ça va devenir la moyenne. Et si tu devrais... Donc, mon quota qui était exceptionnellement haut, parce que j'étais dans le demi-pourcent supérieur, maintenant, ça va devenir la moyenne. Et si tu devrais... Donc, ça veut dire toutes les têtes qui sont tombées, quoi. Définir le quota pour les gens qui ne connaissent pas du tout. On est à 42 000 au 1er avril 84, quand on a instauré les quotas, on est encore à 8 000 producteurs de lait. On est à 42 000. Imagine les cartons. Hein. Donc ça veut dire que tous ceux qui restent deviennent de plus en plus gros. Alors c'est une façon aussi indirectement de tenir le prix bas. On est obligé de compenser par l'économie d'échelle. Hein, d'en faire plus pour soi-disant avoir le même bénéfice. Mais ça veut dire qu'au litre de lait, on gagne beaucoup moins. L'Organisation mondiale de commerce. De commerce? Faites une organisation mondiale de producteurs, mais là, ils n'en veulent pas. Hein. C'est des commerces. C'est des trucs comme ça qu'il faut supprimer. Le producteur, que ce soit les usines, parce que les usines aussi, le producteur est toujours exploité. Que ce soit un type qui produit des, je sais pas moi. Non, le producteur. Le producteur. D'ailleurs, c'est quoi qu'on discute toujours à l'ONU et tout ça? Le GATT. Toujours le commerce. C'est le commerce qu'on discute. Jamais la production. Jamais la production. Le commerçant, il doit gagner. C'est pas celui en Chine qui produit. Il ne gagne rien. Il gagne rien, ça pauvre malheureux. Et celui qui fait le commerce entre la Chine et l'Europe, lui, il gagne. Entre la Chine et l'Amérique, lui, il gagne. Le commerçant. Le commerçant. Le commerçant, jamais le producteur. Donc, un producteur, il ne peut jamais voter pour un système capitaliste. C'est un imbécile, celui qui fait ça. Il y a un fermier ici plus loin. Il est virtuellement fait. Mais la banque ne veut pas Il voudrait bien vendre, mais la banque ne veut pas. Parce qu'avec la vente, il ne sait même pas rembourser son crédit. Donc, la banque lui laisse continuer. le laisse continuer. Ah ouais? Ah oui? Ah ouais? Ben, il est esclave, hein, ça c'est garanti, hein? De nouveau? Mais qu'est-ce qui a pris la décision pour devenir esclave? Si toi tu fais construire une maison de 400 000 €, pour dire les choses, avec un salaire de 1500 €, Tu sais bien que tu sais pas rembourser, hein? tu es esclave aussi, hein, de ton patron, de ton travail, tu dois absolument... Mais ça, c'est des choix au départ personnels. Mais je suis pas le défenseur des banques, hein? Pas du tout, c'est des bandits. Mais c'est pas la banque qui fait l'emprunt, elle ne fait que l'accorder. Et au Danemark et Hollande, l'effet pervers est tel, et au Danemark surtout, hein, mais en Hollande aussi, et c'est Van der Waal qui me le dit, hein, le fermier d'Othon, là, le Hollandais d'Othon, eh ben, ils sont tellement endettés, ces gens-là, parce que hein, les grosses fermes, là, avec les centaines de vaches, eh ben, qu'ils ne remboursent même plus le capital. Donc, il faut un emprunt de reprise au départ, hein, ils font leur métier, hein, ils font leur carrière, ils ont une famille, ils ont des enfants, eh ben, fin de carrière, le capital remboursé est encore toujours le même. Ils n'ont fait que rembourser l'intérêt. Tu te rends compte? Donc quand ils meurent, les enfants, ils héritent des dettes de leurs parents. Mais on va où, là? Et il y en a un qui m'a dit une fois... je raconte encore celle-là et puis j'arrête. Quand j'ai repris, moi, ici, en 82... Non, 3, 4. 3, 4. J'avais un vieil agriculteur qui se pensionnait ici dans le village et qui me dit Tiens, tu veux être agriculteur, toi, qui me dit. Qui avait été agriculteur toute sa vie.
Il me dit, mais tu ne te rends pas compte, toi, qui me dis. Les agriculteurs, c'est les esclaves du XXe siècle. Ça me revient sans cesse, cette histoire-là. Ça veut dire, toi, tu peux travailler. Produire bon marché parce que la société, elle exige que tu produises bon marché. Et on te maintient la tête hors de l'eau, mais pas plus, quoi. J'ai vraiment ce sentiment-là, à tout bout de champ, quoi. Tu rames, tu rames, tu rames, tu rames. On te maintient la tête hors de l'eau, parce qu'on a besoin de toi quand même, pour faire avancer le bateau. Mais tu es redevable de tout à la société, quoi. Ça, c'est vraiment un sentiment que j'ai souvent. Des regrets? Je me pose souvent la question. Ouais. J'en sais rien. Maintenant, on se pose la question, maintenant. Enfin, moi, j'aime bien ce que je fais, hein, mais... Le regret qu'on a le plus, c'est vis-à-vis des c'est enfants. vis-à-vis des enfants, oui, on ne sait pas On si... se demande si- J'ai peur pour eux. J'ai peur. Enfin, comme mes parents avaient peur pour moi, hein, Non, j'ai peur. Là, qui se retrouve tout seul, là, face à une grosse machine, même que tu fais... Enfin, moi, je ne me cache pas de le dire, hein. La crise du lait, j'ai vraiment paniqué. Parce qu'on a toujours fait attention de ne pas investir démesurément, De ne pas trop dépenser. de rester les pieds sur terre. Et même en étant Raisonnable. raisonnable, tu pouvais encore aller culbuter, quoi. Ça nous a vraiment effrayés. Parce que c'est toujours la même chose, hein. C'est bien de vouloir faire des grands volumes. Quand tu gagnes un petit peu, tu gagnes ta vie. Mais quand tu perds un petit peu, ben, c'est vite un grand trou, quoi. Enfin, nous autres, ça nous a vraiment effrayés de se dire ça, c'est un truc qu'on ne pensait pas qui pouvait arriver. Il y a un malaise complet dans le monde agricole. On ne se sent plus représenté, puisque, que ce soit au niveau politique, comme j'ai dit, mais que ce soit des syndicats, on a l'impression que ce sont plutôt des syndicats qui ne défendent plus l'agriculture, mais qui défendent l'agroalimentaire, ou l'industrie financière. Et c'est ça que nous, ici, qu'on est tous ici représentés, parce qu'on en a marre de cette industrie qui nous rabaisse excusez-moi du terme, à un esclavage continuel et temporairement. Parce que socialement, on ne tient plus compte. Tu fais l'un de ces métiers où l'on ne compte pas ses heures, où l'on respire à la cadence du temps 6-22 heures. Mais tu mènes la vie que tu aimes dans ta ferme à taille humaine. Et viennent ces matins où l'envie te passe, où la bête crevée s'en va sur ta pensée tenace. Faute de temps pour y rêver, si tu continues, c'est ta vie qui va filer. Tu voulais produire pour vivre et non pour survivre. Tu voulais donner l'envie à ton fils, lui offrir un avenir. Mais tu lui dis si le métier est celui-là, alors mon fils, ne le fais pas. Ceux d'en haut ne le veulent pas. Leurs faveurs ne sont pas pour toi. Tant que t'étais, leurs aides supprimées, c'est ta ferme qu'ils veulent te voir céder. Alors entends-le, ce sont des hommes comme toi, ceux qui veulent t'écraser, leur tête en tête du capital, les commissaires des multinationales. Agriculteurs, tes valeurs ne sont pas les leurs. Puisses-tu te lever et les nommer? Défends les sentiers de ta liberté.
le contact animal est remplacé par celui du papier, ou même ton lait versé ne les a pas fait bouger. Il vaut mieux pas trop y penser, sinon j'en deviens enragé. C'est pas la précarité qui nous ont dressés pour mieux nous manger, mais ils savent qu'ils peuvent encore tirer avant que la corde ne vienne à casser. Mais ils savent qu'ils peuvent encore tirer avant que la corde ne vienne à casser. Alors, entends-le, ce sont des hommes comme toi, ceux qui veulent écraser leur tête en tête du capital, les commissaires des multinationales. Agriculteurs, tes valeurs ne sont pas les leurs. Puisses-tu te lever et les nommer, défends les sentiers de ta liberté. Puisses-tu te lever et les nommer, nourrir l'humanité, c'est un métier. Donc tout cela faisait que je voyais bien que la société autour de moi était en train de changer et que moi, jusqu'à présent, je ne changeais pas grand-chose. C'est là que je me suis dit, il faut passer le cap. Et très honnêtement, j'ai pris ma décision un 1er avril. 3 mois après, j'avais les cheveux comme ça. 3 mois après, j'avais plus un poil, plus un cheveu, plus rien, tellement j'ai stressé. C'est pas tellement bien revenu, entre parenthèses, hein. Mais depuis lors, je fais plus d'engrais, c'est pour ça peut-être, hein. C'était vraiment un changement fondamental. C'était un peu partir dans le vide, partir à l'aventure, hein. Pourquoi pas? De toute façon, la planète entière, on la connaît, donc l'aventure, elle est quand même fort limitée. Donc pourquoi pas se lancer dans ce truc? Parce que si, il y a 10 ans d'ici, à part, vous vous rendez compte, à part l'un ou l'autre, il n'y avait personne, hein. Il n'y avait personne. Nous devions tout réinventer. On est obligé de se creuser les ménages pour trouver des solutions. On nous en apporte pas, on n'en a aucune. Personne nous en apporte. Donc on n'est plus un exécutant. En plus, on est agronome. On est devenus de vrais agronomes. Mais les autres, c'est des chimistes, quoi. Enfin bon, un petit peu de ci, un petit peu de ça, on va pulvériser. On est agronome, oui, Dieu. Je vous assure que c'est un métier beaucoup plus motivant et... Oui, c'est... Je ne ferai jamais plus marche arrière. Admettons même que je ne commence à plus gagner ma vie comme ça, pas mieux la gagner qu'en conventionnel, je ne retournerai quand même pas en conventionnel. Parce que c'est humainement tellement mieux, socialement tellement mieux. Mais ça, c'est des valeurs qu'on ne sait pas palper. J'étais enseignante en éducation physique. Donc tu vois, avant de me lancer dans l'agriculture, j'ai eu une formation de mon corps pour pouvoir tenir, quoi. Enfin non, voilà. Rien à voir, hein. Je venais de la ville et je cherchais du travail. Et puis ça m'a plu, voilà. Je n'aimais pas le système d'enseignement, ce qu'on nous forçait à faire, les conditions, les désignations, tout ça. Et puis tout doucement, j'ai commencé à me poser un tas de questions, un petit peu sur tout, notamment sur ce que je mangeais, sur ce qui se retrouvait dans mon assiette. Et j'ai eu envie déjà de manger mieux. Et c'était il y a plus ou moins 10 ans d'ici. J'ai commencé à faire mes courses dans une petite ferme à Liège. Et un jour, j'ai demandé pour travailler là-bas au maraîchage. Et donc, j'ai commencé comme ça, les mains dans la terre. Et c'était une libération pour moi. Me retrouver dans un travail qui avait du sens, dans le calme. C'était gai, quoi. Se retrouver là comme ça dans les champs. Enfin bon, après je me retrouvais à devoir planter des lignes de poireaux de 200 mètres, ce qui n'est pas encore non plus trop exagéré, mais à 4 derrière les lignes sur le tracteur. J'avais besoin de diversifier les activités. Et c'est là que je suis rentrée dans une ferme-école. C'est un concept assez inédit comme ça. C'est comme du woofing, mais en formation. Et donc, tu restes plusieurs jours sur la ferme. C'est vraiment plongé dans l'intimité du paysan, quoi. Tu restes plusieurs jours sur la ferme, tu dors là-bas, tu te réveilles le matin, tu déjeunes avec lui. Ouais, mais t'es vraiment plongé sur la vie de la ferme, quoi. Puis sur une saison entière. Ouais, c'est 8-9 mois de formation, donc c'est assez long. Et pour moi, c'était des années, c'était génial. Je crois que c'est les plus belles années de ma vie que j'ai passées chez Bernard, parce que moi, je venais de Paris, donc je découvrais tout.
C'était magnifique, j'ai tout été, tu vis tout, puissance 1000, tu ressens tout. C'était incroyable, c'était génial. Et pendant 8 mois, j'allais pouvoir manger ce que je produisais, quoi. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient, qui avaient les mêmes idées que moi, les mêmes envies, les mêmes utopies. Et voilà, donc j'ai fait... Puis on faisait que apprendre aussi, hein. Et apprendre comme t'as jamais appris à l'école, quoi. Tout sans que tu comprennes vraiment pourquoi, quoi. Et donc j'ai fait 2 formations en ferme-école. Une en maraîchage, comme je vous ai expliqué, et une autre en élevage de chèvres. Et les chèvres, ça a vraiment été un coup de foudre pour moi. Vivre plusieurs mois avec des chèvres, les traire, les balader, tout ça. Ça montrait Il y avait un exemple. qu'une petite ferme, c'est possible, en fait. Voilà. Et donc, après, j'ai trouvé la ferme ici. Voilà, c'était un grand bâtiment, des étables, une énorme grange, mais il n'y avait pas de terrain, il n'y avait pas d'hectare. Parce que le fermier qui tenait la ferme ici avant, Il gardait tout pour lui, hein. pour les primes et tout ça, Ah quoi. ouais. Et j'ai quand même commencé. Aujourd'hui, j'ai 16 chèvres. L'idée, c'est d'arriver à 20, de traire à la main. Ça, c'est super important pour nous. Ouais, parce que moi, quand on me dit ah, ton exploitation, je dis oh, j'exploite rien du tout, moi, hein, je travaille avec. Je n'épuise pas, quoi, tu vois, c'est une collaboration pour moi. Je crois aussi que le projet qu'on monte avec Alès, c'est un truc, je sais pas, il faut le dire quand même. Nous, on est révoltés, quoi. Nous, on est révoltés. Nous, ce qu'on voudrait, c'est gangréner le monde, quoi. Et être de plus en plus nombreux pour les étouffer, quoi, au fur et à mesure, quoi. Et c'est ça, en fait, l'énorme réseau paysan. C'est qu'il y a nous, les paysans, on est sur nos fermes. Et puis les militants. Et puis les militants qui sont au front et qui se battent pour eux et pour nous et pour leurs enfants. Et c'est ça qui est génial, en fait. On se rend compte que oui, ça bouge. Et c'est là qu'on doit travailler à un lien concret et fort entre tous ces réseaux. Ceux qui sont dans les rues et ceux qui sont sur leurs fermes. Mais moi, ma révolte, elle est ici. Mais en réalité, c'est psychologique. C'est-à-dire que tu t'expliques à un type qui part à la retraite après 50 ans d'activité, il a été 50 ans de sa vie agriculteur, et tu es en train de lui expliquer que pendant 50 ans, il s'est peut-être trompé. Que pendant 50 ans, il s'est acharné à bosser comme un con, à vivre parfois des situations économiques un peu difficiles, pour faire vivre d'autres gens que lui, mais que s'il avait réfléchi à un autre modèle, qui s'affranchissait un peu de ce qui se passait à Chicago, qui s'affranchissait un peu de ce que lui préconise la coopérative, qui est là plus pour lui vendre de la semence, des engrais et des pesticides que de faire vivre lui. Et donc ils sont des prescripteurs de produits, mais pour leur intérêt à eux et pas forcément... Qu'il s'en serait peut-être sorti et que pendant 50 ans, il s'est endetté lourdement pour finalement s'être trompé. C'est vachement dur à entendre. Moi, j'impose à personne de faire comme moi, sauf que le jour où ça va leur être un exercice imposé, parce que la ressource en eau va être devenue inaccessible pour continuer de faire comme ils font, parce qu'ils auront complètement dégradé les sols, parce qu'il n'y aura plus de pétrole, les gens qui veulent nourrir 9,5 milliards de personnes en 2050, et qui nous disent on ne peut pas renoncer au modèle intensif, parce qu'en 2050, il faudra nourrir 9,5 milliards de personnes, ont juste oublié un petit paramètre, c'est qu'en 2050, du pétrole, il n'y en aura plus. Et quand est-ce qu'on parle de demain ? Quand est-ce qu'on parle d'un modèle agricole qui va savoir préserver les capacités de la terre avec un petit T, celle que nous, le paysan, on met dans nos mains, et de la terre avec un grand T, celle qui nous porte tous, pour nourrir effectivement demain 9,5 milliards de personnes quand on sera 9,5 milliards de personnes en 2050 ? Un autre exemple, chaque année, je fais la transhumance, c'est-à-dire j'emmène mes vaches de la plaine au marais. Mais il n'y a pas un tracteur, une bétaillère sur la route. Les animaux se déplacent à pied. À pattes. À pattes, ouais, mais c'est possible parce que j'élève des herbivores et que la première qualité d'un herbivore, c'est de savoir se déplacer. Parce que pour manger de l'herbe avec sa bouche, il faut qu'il se déplace. Et si je fais une transhumance avec des partenaises ou des blondes d'Aquitaine, au bout de 2 km, j'ai toutes les vaches qui sont sur le côté de la route qui ont fait une crise cardiaque. Parce que ces animaux-là, ils sont devenus inaptes à la marche. Alors que moi, mes animaux, parce que c'est des races anciennes et locales, elles vivent 365 jours par an en plein air. Parce que moi, mes animaux, tu les mets dans un bâtiment, ils deviennent fous. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rester dehors. Et tous mes animaux, je peux les regarder là. On se regarde entre les cornes, là. droit dans les cornes, droit dans les yeux. Parce que toutes mes vaches meurent de leur belle mort. Au milieu des leurs. Et j'ai perdu une vache cette année au marais, 17 ans. 17 ans. Elle m'a fait 13 veaux.
est-ce qu'une vache de 17 ans, je vais aller la bourrer de maïs pour aller la vendre 350 € à la Réforme pour faire du faux steak? Faut arrêter les conneries, quoi. Et toutes les mises bas ont lieu en plein air. Tout seul. Tout seul, avec des animaux qui n'ont pas besoin du vétérinaire pour faire une fermeture éclair à 3 ans sur le côté droit, à 4 ans sur le côté gauche. Insémination naturelle. Tous les producteurs sont sur place. Dans les prés, et nos animaux font l'amour. C'est aussi con que ça. C'est la révolution. C'est aussi con que ça.